De toutes les façons, la Russie ne peut pas perdre une guerre parce que les puissances nucléaires ne perdent pas les guerres, comme vous le savez. On repose la question. Pourquoi votre pays a-t-il encore envoyé aujourd'hui 70 missiles, c'est ce que disent les Ukrainiens, contre les installations électriques, contre une maternité, contre les immeubles du côté de Kiev? Quel est votre but? Notre but, c'est la victoire, c'est clair. Et à mon avis, je ne suis pas d'accord avec l'analyse que vous avez eue dans vos discussions sur le plateau parce qu'on oublie les bombardements de l'OTAN, de l'ex-Yougoslavie, les bombardements de l'Irak. C'est tout à fait normal, c'est les cibles légitimes. La Russie ne vise pas la population civile, il vise l'infrastructure de l'Ukraine. L'infrastructure de l'Ukraine sera démolie et l'Ukraine sera envoyée à 18e siècle. Je ne suis pas d'accord avec les propos que la Russie n'a pas de succès sur le terrain, sur le champ de bataille, n'a pas des missiles, vous inquiétez pas. Notre problème, c'est qu'on ne veut pas viser la population civile. Sinon, on pouvait raser sur le champ de bataille des dizaines de kilomètres du terrain avec les missiles que nous avons. Il y en a Mais Piotr Tolstoï, de fait, et la journée d'aujourd'hui le montre encore, vous ciblez les civils. Cette maternité, ce bébé de 2 jours mort dans la région de Zaporijjia, quel était l'objectif militaire? Écoutez, il y a toujours les victimes en guerre, mais de votre part, c'est l'hypocrisie de dire sur le bébé à Zaporijjia qu'en pendant 8 ans, vous n'avez pas remarqué les bébés qui sont morts à Donetsk. Il y en a plus de 200 bébés qui sont morts à cause des attaques ukrainiennes sur la population de Donetsk lors de la guerre civile en Ukraine. Et ça, vous comptez pas. C'est bizarre quand même. Et c'est pas du tout honnête et objectif par rapport à vos spectateurs. Mais c'est bien votre pays aujourd'hui qui bombarde depuis des mois l'Ukraine. C'est bien votre pays qui, par exemple, la semaine dernière, quand il y a eu cet incident, ce missile tombé du côté polonais, qui a reconnu la semaine dernière qu'effectivement, il y avait des séries de bombardements, notamment sur des infrastructures qui servent à la population civile. Écoutez, tous les bombardements qui aujourd'hui sont effectués en Ukraine, c'est les coups sur l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, qui ne va pas permettre de bouger à l'armée ukrainienne. Et plus vous aidez à l'Ukraine, plus long va durer cette guerre. C'est très simple. Et vous allez voir que de toutes les façons, la Russie ne peut pas perdre une guerre parce que les puissances nucléaires ne perdent pas les guerres, comme vous le savez. Et donc, plus vite on passe de cette stade de démolition de l'infrastructure de l'Ukraine à la stade des soi-disant négociations, peut-être pas avec les Ukrainiens, mais avec ceux qui prennent les décisions sur le sort de l'Ukraine. Et ce n'est pas l'Union européenne non plus. Mais attendez, Piotr Tolstoï, quand vous dites qu'une puissance... à la stade des négociations, moins il y aura des victimes. Quand vous dites qu'une puissance nucléaire ne perd pas une guerre, quand vous dites qu'une puissance nucléaire ne perd pas une guerre, c'est clairement une menace d'emploi du nucléaire si jamais ça se passait mal pour vous en Ukraine, ce qui est visiblement le cas en ce moment. Pas du tout, c'est pas une menace. Nous, on ne veut pas utiliser l'arme nucléaire comme l'a fait les Alliés lors de bombardements de l'ex-Yougoslavie en 1999, quand vous avez utilisé uranium dans les missiles de l'OTAN qui ont tombé sur le sol serbe. Et depuis, on a des centaines de milliers de Serbes malades à cause de ça. Mais personne ne dit ça sur le plateau des télés parce que c'est pas bien pour l'Occident. Ça gâchit l'image d'être très, très bon et très humaniste. Alors, pardon, Piotr Tolstoï, je vais vous prendre au mot ce soir. Ouais. Il est 23h. Vous nous parliez à l'instant de ce qui se passe dans le Donbass, du côté de Donetsk. Ça fait des mois que notre chaîne et d'autres rédactions françaises cherchent à aller voir ce qu'il se passe à Donetsk, cherchent à aller voir ce qu'il se passe dans les zones contrôlées par les Russes. Nous n'obtenons jamais de visa pour aller dans ces zones-là parce que la Russie nous refuse l'accès à ces zones-là. Pourquoi nous refuser l'accès? Et qu'est-ce que vous attendez? Vous avez refusé les visas pour tous les Russes, vous avez entamé 11 000 sanctions illégitimes contre mon pays et vous attendez que la Russie vous reçoive à Donetsk. Mais vous êtes assez naïf. On va vous recevoir à Kiev ou à la frontière polonaise bientôt, mais pas à Donetsk à ce moment-là.
parce qu'il y a la guerre, il y a les soldats, il y a le déplacement de l'armée. Pourquoi vous croyez que vraiment la Russie va inviter les journalistes des pays qui mènent une guerre économique contre notre pays pour regarder comment notre troupes bougent sur le front? Vous êtes bien naïf. Vous avez déclenché cette guerre, encore une fois, Piotr Tolstoï. Non, c'est pas nous qui ont déclenché cette guerre, c'est vous qui ont déclenché cette guerre. Parce que toutes les préoccupations sur la sécurité qui la Russie, depuis des années, a déclaré devant l'Union européenne, devant les États-Unis, devant OTAN, etc., vous avez ignoré. Vous avez pensé que, OK, les Russes, ils ont perdu la guerre froide, on peut faire ce qu'on veut. On peut amener l'OTAN à la frontière de la Russie. Non, ça ne serait pas le cas. Et donc, vous inquiétez pas, nous, on ne veut pas les négociations là maintenant. Mais comme a dit M. Borrell, il faut gagner la guerre sur le terrain. On va gagner la guerre sur le terrain et la négociation à la frontière polonaise, on va vous inviter. Aussi les journalistes pour voir comment se sentent les Ukrainiens à l'intérieur de la Russie. Piotr Tolstoï, vous avez reculé ces derniers mois. Votre armée a reculé ces derniers mois, est partie de Tchernobyl, n'a pas réussi à prendre Kiev, est partie de Kharkiv, est partie de Kherson encore il y a 2 semaines maintenant. Recul sur recul. Et vous nous dites ce soir que vous irez jusqu'à Kiev. Ça reste l'objectif d'aller prendre Kiev et donc de faire sortir notamment Zelensky du pouvoir. Bien sûr. Bien sûr, notre objectif, c'est clair, c'est dénazification et démilitarisation de l'Ukraine. Ce que vous dites sur le regroupement de troupes russes, mais vous croyez quoi? Que la Russie a retiré les troupes de Kherson parce qu'il a peur de l'armée ukrainienne? Non, il faut regrouper les troupes avant l'hiver pour ne pas risquer les civils qui vivent à Kherson et qui sont partis avec l'armée russe, la plupart. Et pour ne pas risquer des vies de nos soldats. Nous ne sommes pas fous. Mais Kherson, c'est une ville russe après le référendum qui a eu lieu récemment. Et vous inquiétez pas, on va revenir à Kherson, on va venir à Dniepr, on va venir à Kiev. Sans doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous n'avez pas de doute, il y a un autre scénario possible que je vous soumets. C'est ce que souhaitent faire les Ukrainiens. Après Kherson, ils ont visiblement la Crimée en tête. Ils veulent reprendre leur terre de Crimée. Si les Ukrainiens lancent une opération militaire, terrestre par exemple, sur la Crimée, une opération d'envergure, quelle sera votre réaction? Quelle sera notre réaction? C'est très simple. La Crimée n'a jamais été ukrainienne d'ailleurs. Et vous inquiétez pas, l'armée russe a assez de force pour faire reculer les Ukrainiens dans cette direction comme dans des autres. Les Ukrainiens, ces dernières semaines, perdent des milliers de soldats sur le terrain parce qu'ils essaient d'attaquer en vain. Et nous, on ne veut pas utiliser les armes lourdes qu'on peut utiliser pour vraiment, comme je vous ai dit, raser le terrain à des dizaines de kilomètres en profondeur de l'Ukraine. Nous, on ne le fait pas. Mais s'il y aura des attaques comme ça, des militaires ukrainiens qui vont venir auprès des chars russes, évidemment, ça serait une tragédie pour l'armée ukrainienne. Vous vous préparez à ça, visiblement, à cet assaut. Il y a des lignes de défense qui ont été construites, il y a des tranchées qui ont été construites par les forces ukrainiennes du côté de la Crimée. Vous vous préparez à cet assaut-là? On prépare à tous les scénarios, mais je souligne que nous sommes avec vous tout au début de ce conflit. C'est pour des années. Et c'est assez clair qu'aucune ligne de défense, aucun tranchée, ça n'a pas vraiment, c'est pas vraiment important dans ce conflit-là. Dans ce conflit, ce qui est important, c'est l'aide militaire de l'OTAN à l'Ukraine, c'est les données des Sputnik américains à l'armée ukrainienne. Ça, c'est important. Et ça, c'est une aide pour laquelle vous allez payer le prix. Ça ne serait pas comme vous dites... Nous allons payer, c'est-à-dire Piotr Tolstoï, qu'est-ce que ça veut dire vous allez payer? Je vous explique comment vous allez payer ce prix-là. Ça serait cher pour la classe moyenne européenne, pour l'Union européenne qui va se mettre dans une crise économique, pour les politiciens qui sont aujourd'hui... qui votent aujourd'hui les sanctions contre la Russie. Le Parlement européen dit que nous sommes en état terroriste, etc. Tous ces gens-là vont se retrouver dans la poubelle de l'histoire.
et les autres qui vont les échanger dans 3 ans ou dans 5 ans seront en queue pour mener les négociations avec la Russie. N'oubliez pas que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe. Et ça a été 2 fois qu'on a eu une guerre avec l'Europe. La première fois, on l'a terminée à Paris et la deuxième fois au Berlin. Donc, quand je dis Kiev, c'est notre objectif, c'est encore bien modeste. Mais vous allez payer le prix de ce soutien de l'Ukraine par votre économie, par une douche une fois par semaine contre Poutine et par des autres conséquences économiques, inflation, prix de gaz, prix d'électricité. Je ne veux pas vous raconter, vous allez voir et on peut revenir à cet entretien dans quelques mois pour dire si j'ai eu tort. Bien que cette interview ait eu lieu il y a plus d'1 an, la position exprimée par Piotr Tolstoï demeure représentative de la rhétorique actuelle de Moscou sur la guerre en Ukraine et les relations avec l'Occident. Tolstoï adopte une posture ferme, affirmant que la Russie ne se laissera pas dicter par les puissances occidentales. Il rejette catégoriquement l'idée d'une défaite russe, tout en jouant sur le nationalisme pour justifier l'intervention militaire en Ukraine qu'il présente comme une défense contre une menace perçue de l'OTAN. Tolstoï avait également soutenu que les sanctions économiques affecteraient davantage l'Europe que la Russie. 1 an plus tard, bien que les sanctions aient effectivement impacté l'économie russe, notamment sur la classe moyenne et certaines entreprises, Moscou a réussi à s'ajuster en diversifiant ses partenaires économiques, notamment en renforçant ses relations avec des pays non occidentaux. En outre, Tolstoï critique les médias occidentaux, les accusant de diaboliser la Russie, tout en minimisant les souffrances infligées aux civils ukrainiens. Ce discours continue d'ignorer les accusations de crimes de guerre contre la Russie et les conséquences internes, telles que l'exode massif de Russes cherchant à éviter la conscription. Avec le recul, les prédictions de Tolstoï sur la guerre et les sanctions restent pertinentes, car le conflit se poursuit sans solution évidente. De plus, les sanctions, bien qu'affaiblissant la Russie, ont aussi eu des répercussions en Europe, notamment sur les prix de l'énergie et l'économie. Alors, que pensez-vous des propos de Piotr Tolstoï, plus d'1 an après cette interview? Estimez-vous que la Russie est toujours en position de force face aux sanctions et à l'OTAN? Croyez-vous que l'Europe souffre davantage des sanctions économiques? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt.